Puisque j'accueille Dominique Grassier, qui est le président de la Chambre d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir Dominique, je vais m'embrouiller dans votre titre de président. Vous n'êtes pas seul ce soir à représenter le monde agricole, parce qu'il se trouve qu'on a le président de la Chambre départementale de Gironde, mais on va lui enlever cette casquette-là, Jean-Louis Dubourg, parce qu'il est là en tant qu'exploitant agricole, sur un projet de méthanisation très ambitieux, que vous connaissez j'imagine, Dominique Grassier. Et puis on a François Barzac, qui est quelque part à côté du Futuroscope et en visio avec nous. Bonsoir, c'est marqué dessus, si je puis dire, M. Barzac, on voit très bien le nom d'Easily, la société qui est la vôtre et qui est spécialisée tout à fait dans les batteries pour la mobilité. Et puis un autre Girondin, Sébastien Ackermann, qui est avec nous aussi, qui est le dirigeant de l'entreprise Base Innovation. Vous travaillez vous aussi à la transition énergétique et pas qu'un petit peu, et vous bossez aussi beaucoup avec le monde agricole. Jean-Louis Dubourg, bonsoir, ravi de vous accueillir dans ce bel appartement à Bordeaux. Ça nous permet de revoir des gens, ça fait du bien en ce moment. Pourquoi on investit, qu'en exploitant agricole comme vous, j'ai envie de dire 5,5 millions d'euros, si le chiffre est bon, dans un projet de méthanisation sur 400 hectares à Saint-Jean-d'Illac, pour être précis? Alors, on investit pour diversifier son activité, pour sécuriser aussi son revenu. Et puis on investit dans un projet agricole, même si c'est pour fabriquer du gaz, mais ça s'inscrit dans une démarche agronomique de notre exploitation, de transition écologique, de transition environnementale comme on en parle, puisque dans ce projet de méthanisation, on va fabriquer du gaz à partir d'ensilage d'herbes et de maïs qui seront cultivés entre des cultures traditionnelles que l'on fait sur nos exploitations. Je suis associé avec trois autres fermes qui sont des voisines de la mienne. Ça, vous êtes 4 exploitants sur le projet. 4 exploitations agricoles, oui. Et, plus un acheteur de gaz. Plus un acheteur de gaz, quand même, c'est important de le dire. Là, qui est au bout du tuyau, qui est Gaz de Bordeaux. On a choisi de vendre localement notre gaz, notre biogaz. Et donc, on poursuit d'abord en utilisant ce principe de CIV, c'est-à-dire culture intermédiaire à vocation énergétique. On va cultiver le sol pendant l'intersaison hivernale avec donc, premier objectif, fabriquer de la biomasse qui sera utilisée pour le gaz. Ensuite, la partie racinaire est utilisée pour structurer le sol et nous permettre de bien implanter les cultures de printemps qui arrivent par la suite. Et ensuite, on utilise le digestat, donc qui est ce qui reste une fois qu'on a extrait le carbone et fabriqué le gaz. On l'utilise comme fertilisant, on le ramène dans nos parcelles. Et c'est un produit qui est très faiblement chargé en éléments fertilisants, mais ce sont des éléments fertilisants qui sont très assimilables par les plantes et surtout aussi qui ont la caractéristique d'être homologués en agriculture biologique, puisque nous sommes 2 exploitants agricoles à être engagés dans ces démarches-là. Vous avez déjà une partie de votre exploitation qui est sur le bio. Hein. Oui, une partie. Dominique Grassier, bonsoir. C'est moi, je ne vais pas vous faire l'introduction, au contraire, mais je trouvais intéressant de faire cette liaison entre cette partie à la fois industrielle et agricole qu'on avait tout à l'heure, en allant en Charente-Maritime dans la Vienne. Là, on est en Gironde. Globalement, sur cette thématique de la transformation, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui et quel est le rôle à jouer de la Chambre régionale? Mais la Chambre régionale a été le premier secteur d'activité, par exemple, à s'inscrire dans Néoterra, le projet régional, tout simplement parce que c'est un projet qui donne du sens au métier et les générations qui arrivent à s'installer maintenant, on l'a vu, il n'y a pas que des retours à la terre, il y a des jeunes générations dans des exploitations plus anciennes qui ont besoin d'un sens nouveau pour le métier, tellement il a été décrié dans l'opinion publique. Je fais juste une petite parenthèse, parce qu'elle est encore là, mais Mélie Lomont, elle est fille d'exploitants agricoles, mais dans les Deux-Sèvres, donc elle a pas repris l'exploitation des parents. Juste, je vous laisse continuer. Mais c'est une belle transhumance. C'est ça. Voilà, donc on avait besoin de retrouver du sens, on s'inscrit là-dedans, et tout l'enjeu de la transition du métier, comme on l'envisage, c'est de le faire plutôt en gagnant de l'argent qu'en en perdant. Le problème du... Vu le débat de ce soir, c'est mieux. Oui, le problème de beaucoup d'intervenants dans la société qui méconnaissent le métier, ce serait de nous faire une agriculture beaucoup plus écologique en perdant de l'argent.
beaucoup de décisions, si on les prend à brut, sans faire des efforts de recherche, de transformation, de vulgarisation, se soldent par 20 ou 30% de revenus en moins. Il est hors de question, alors que les métiers de l'agriculture sont déjà des faibles revenus. Donc tout l'enjeu de Néoterra, de la transition, c'est de réussir cette transformation de l'agriculture d'une manière économique qui donne la pérennité, la visibilité aux agriculteurs et qui satisfasse à la fois le consommateur et l'opinion publique, le citoyen. Et quelquefois, nos concitoyens, ils ont un discours en tant que citoyens et des actes en tant qu'acheteurs qui sont quelquefois contradictoires. Donc tout l'enjeu d'avoir une visibilité et de savoir à quelle vitesse on va faire la transition, vers quel objectif et avec quels moyens et quel réalisme. Et je crois que là-dessus, qu'on soit politique, agriculteur ou engagé dans l'agroalimentaire, il nous faut beaucoup de réalisme, sinon ce sera un feu de paille ou une promesse en l'air qui ne sera pas tenue. Ce qu'on entend bien, Dominique Grassier, en tout cas, c'est qu'on parle du calendrier, etc., mais on ne se pose même plus la question s'il faut la faire ou pas, cette transition, donc elle est partie. Est-ce que le Covid et cette foutue crise sanitaire a été un accélérateur, comme on l'a entendu tout à l'heure par Jean Viard, dans votre domaine? Est-ce qu'aujourd'hui vous dites, ben oui, alors j'imagine que ce n'est pas le cas de M. Dubourg, que le projet était bien lancé déjà au niveau de la méthanisation, mais est-ce que du coup il n'y a pas un effet Covid pour accélérer des dossiers de transformation? Oui, l'effet Covid a été une difficulté et une opportunité. La difficulté, c'est qu'on a arrêté globalement dans le premier confinement la restauration hors domicile. Ouais. Donc il y a 30 ou 40% de marchandises qui ont arrêté leur circuit. Donc il y a eu un report vers les circuits courts. Et là, on a vu ce que ça donnait. Il y a eu une prise de conscience de nos consommateurs et de nos concitoyens pour venir directement chez l'agriculteur chercher le produit et l'explication du produit, parce que le contact direct, c'est quelque chose de nouveau dans cette crise. Et on avait un climat, une bienveillance dans les relations agriculteurs-société au moment du confinement qu'on était loin de trouver dans les réseaux sociaux, juste avant d'ailleurs et juste après. Donc voilà, il y a eu un effet bénéfique. Il ne faut pas oublier quand même que le monde n'a pas changé, et qu'à la fin du confinement, il y a resté cette prise de conscience. L'acte d'achat est quelque peu reparti, puisque la RHED est repartie. Il ne faut pas oublier quand même que la grande distribution a largement profité de l'arrêt de la restauration hors foyer et hors domicile. Donc il y en a eu pour les circuits courts, il y en a eu aussi pour les autres circuits. Et ça veut dire que, et je voulais revenir sur la crise pour l'agroalimentaire, on a été un secteur protégé, certes, on échappe à tous les radars de contrôle et à tous les indicateurs qui nous permettraient de rentrer dans le plan d'urgence à l'époque, parce qu'on a gardé peu ou prou le chiffre d'affaires, on a grosso modo perdu 20% de l'activité sur les 40% de la RHED. Voilà, donc on a échappé, on n'est pas dans les indicateurs pour les mesures d'urgence. Vous le regrettez ou vous en faites quand même aujourd'hui plutôt une petite, on ne sort pas trop mal? Non, je ne regrette pas qu'on ait été secteur protégé. Je crois que personne ne le regrette. Tout le monde a mangé à sa faim. Il y a eu beaucoup d'ingéniosité de la part de l'agriculture pour satisfaire le client. Donc ça c'est acquis. Par contre, dans nos métiers, de l'agriculture et de l'agroalimentaire, on a eu d'énormes coûts, d'énormes charges nouvelles qu'on n'a pas pu répercuter. Et voilà, on va solder une année 2020 avec des revenus assez mauvais, j'ai pas peur de le dire, d'autant plus qu'on a eu 2 mois de sécheresse derrière qui n'ont rien arrangé. Ça y est, je retrouve le discours des agriculteurs que vous parlez tout à l'heure, mais on va rester là-dessus, Dominique Grassier. Ouais. Vous voyez que c'est une réalité. J'aborde tout doucement cette transition dans le discours. J'ai bien entendu. Justement, on a quelqu'un qui travaille aussi beaucoup avec le monde agricole, Sébastien Ackermann, bonsoir. Je citais votre société tout à l'heure, Base Innovation. On parle beaucoup de vous, des panneaux photovoltaïques, j'ai envie de dire intelligents, vous allez peut-être nous en dire un peu plus, avec de l'air soufflé en plus du fait qu'ils produisent de l'électricité. Est-ce que vous êtes comme le président de la Chambre régionale et vous dites quand même que ça aurait pu mieux payer, si je puis dire, cette année, et que vivement 2021 pour continuer à équiper les agriculteurs? Je confirme, bonjour à tous, je confirme les propos de Dominique, et que je salue d'ailleurs. En 2 mots, Base, c'est une entreprise qui a 11 ans maintenant, qui est spécialisée dans le solaire thermovoltaïque. Alors on a été longtemps une start-up innovante, puisqu'on a développé une technologie de panneaux solaires qui s'appelle Cogener,
qui est la mise en commun d'un panneau photovoltaïque avec un panneau thermique. Et donc, on produit simultanément de l'électricité et de l'air chaud. Et à partir de 2016-2017, on a commencé à trouver notre voie et à devenir une entreprise industrielle, puisqu'aujourd'hui on est leader sur notre secteur et on s'est spécialisé dans le domaine de l'agriculture. Donc on conçoit et on réalise des équipements de séchage solaire, pour la plupart du temps pour les exploitations agricoles, pour sécher du fourrage, comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui tourne en arrière-plan, pour sécher du bois, pour sécher des coproduits agricoles, des céréales, enfin tout un tas de produits, et on a clairement trouvé notre cible. Grâce à une chose toute simple, c'est que pour faire écho à ce que disait Dominique tout à l'heure, on a fait combiner l'écologie et l'agriculture, et avec des solutions. Pas forcément, je vous coupe 2 secondes, Sébastien. Ce qui n'était pas forcément le secteur privilégié au début. En fait, il y a une opportunité qui s'est fait jour, on va dire. Ça veut dire que vous avez innové et presque découvert ou en tout cas investi un secteur en particulier. Je dirais oui et non. En fait, pour terminer ce que je disais, plus d'écologie, ça ne veut pas forcément dire moins d'argent. Bien au contraire, avec les solutions qu'on développe, on peut tout à fait allier des solutions parfaitement écologiques, autant sur le point de la production d'électricité propre et d'énergie propre, que sur l'amélioration des systèmes agricoles. Et c'est ce qu'on fait au quotidien chez BASE. Et pour répondre à votre question, chez BASE, on a une âme de l'agriculture, une histoire agricole. On est très nombreux à être issus de ce monde-là. Et désormais, les ingénieurs que l'on recrute, ce ne sont plus des énergéticiens, ce sont des agronomes. Parce qu'on se rend compte que l'impact que l'on a, il est plus important sur les systèmes agricoles, sur les fermes elles-mêmes, que uniquement sur la transition énergétique. Et on agit sur le business plan de nos clients de manière très significative. Et donc, il est possible de créer des systèmes beaucoup plus écologiques sur la production d'énergie, sur l'agronomie, sur la qualité des cheptels, sur la santé animale, sur le bien-être des éleveurs, sur les conditions de travail, etc. Et sur le revenu à la fin et le résultat d'exploitation de nos clients. C'est tout à fait possible avec des solutions très très rentables. Alors, on va y revenir. On va y revenir, Sébastien. On a bien compris votre conviction et vos solutions. Et comme je veux qu'on profite de la présence de Nicolas Bouzou pour réagir tout à l'heure sur cette émergence peut-être d'ailleurs d'emploi ou pas sur cette économie qui se transforme, je voudrais qu'on parle avec François Barzac, donc qui est dans la Vienne, à côté du Futuroscope, malheureusement fermé pour l'instant. Votre entreprise existe depuis 2011. Hein, vous aviez démarré un peu plus au nord de la Vienne. Comment on reste compétitif et comment, Monsieur Barzac, avec un produit comme des batteries qu'on a toujours l'impression qu'elles sont faites ailleurs et surtout pas qu'en France, pourquoi on arrive encore aujourd'hui, et c'est votre cas, à développer ce produit en Nouvelle-Aquitaine? Vous avez même le projet de doubler votre effectif en 3 ans et la production idem. C'est quoi la recette? Alors c'est beaucoup d'énergie, hein, sans faire de jeu de mots. C'est le cas de le dire, allez-y. C'est d'abord beaucoup d'énergie pour l'ensemble des équipes. Nous, on a la chance d'être positionnés sur des marchés qui sont en forte croissance, hein, même si on ne va pas bénir la crise, mais on en souffre comme tous. En revanche, Jean-Viard disait, et c'est quelque chose qu'on partage également totalement, que les crises accélèrent les tendances, et nous on le constate. On est sur 2 marchés, la mobilité électrique. Donc notre activité n'est pas de fabriquer des petits véhicules électriques, mais des batteries qui vont permettre à ces petits véhicules de se déplacer. Donnez-nous des exemples concrets, M. Barzac. Oui. Des exemples concrets, parce que si vous êtes sur des scooters, des vélos. On est sur des scooters. Alors il y a des choses, il y a des projets. On a beaucoup de projets actuellement, malgré la crise. Et nous, ce qu'on constate en fait, c'est que je pense que nos clients, qui sont des constructeurs ou des opérateurs de mobilité urbaine, ont relancé des projets après le premier confinement. Donc nous, on a vu arriver à partir du mois de septembre énormément de projets. Donc aujourd'hui, en effet, on est très implanté sur des systèmes en fait de batteries pour des scooters électriques. On travaille avec le leader européen, on est fournisseur du leader européen des scooters électriques en libre service, et pour parler franglais, en free floating, c'est-à-dire qui permettent d'être opérés sans avoir d'infrastructure de charge, qui est aujourd'hui particulièrement en milieu urbain
et d'ailleurs on y également la difficulté pour le déploiement des véhicules électriques et y compris des petits véhicules électriques. Donc on a des systèmes en fait de batteries amovibles, du swapping de batteries qui permet d'opérer ces services. Et des projets qui sont aujourd'hui confidentiels, mais sur des véhicules de plus grande taille. Ce concept en fait de mobilité électrique sans borne est un concept qu'on va déployer sur d'autres véhicules dans les prochains mois. Concrètement, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de recharger. Hein. Oui. Concrètement, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus de bornes pour recharger. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on déplace, si le véhicule ne vient pas à la borne, c'est la borne qui vient au véhicule. Et donc, on amène l'énergie du véhicule sous forme de batteries qui sont des batteries ergonomiques à forte densité d'énergie, ce qui permet d'être manipulé de façon simple pour recharger sur le terrain sans avoir à ramener en fait les véhicules dans des centres de charge. Je pense qu'un des grands avantages, je veux dire, de la mobilité, c'est aussi la liberté de la mobilité électrique urbaine, c'est d'être capable de prendre un véhicule à l'endroit où on se trouve et de laisser à l'endroit où on va. Et quand cet endroit n'a pas de borne de charge, c'est pas grave. On transforme en fait finalement une activité, je veux dire, d'infrastructure, donc d'investissement, en une activité de service pour nos clients, qui sont des opérateurs de services, et qui vont assurer ce service de recharger via des batteries amovibles, de recharger les véhicules qu'ils opèrent dans les centres urbains. Ça veut dire, M. Barzac, que votre force aujourd'hui pour justement rester bien droit et développer face à la concurrence votre produit, c'est le service que vous apportez en plus? C'est travailler sur le cas d'usage, parce que comme vous le disiez, en effet, là, 90% des batteries pour la mobilité électrique au sens large, et au moins peut-être 90%, on espère avec le plan Airbus des batteries voir ce pourcentage diminuer, mais aujourd'hui ce sont en effet des concurrents asiatiques, et on a réussi par une très bonne compréhension, je pense, je veux dire, des besoins de nos clients, des cas d'usage de nos clients et des clients de nos clients, à créer des solutions personnalisées, des solutions durables, et puis des solutions compétitives aussi. Je crois que la réindustrialisation et la relocalisation dans nos métiers du stockage d'énergie et des batteries ne doit pas se faire au détriment de la perte de compétitivité. Simplement, cette compétitivité, elle n'est pas uniquement prix, elle est aussi durabilité, gestion du cycle de vie, optimisation des cas d'usage, et c'est comme ça, on ne le fera pas sur tous les produits. Il y a des produits sur lesquels on ne va pas parce que aujourd'hui la production est asiatique et elle restera asiatique. On peut penser à des téléphones portables ou à des batteries pour des ordinateurs portables. Il serait fou aujourd'hui, je veux dire, de penser réindustrialiser ou relocaliser, comme ça a été le cas il y a un petit peu de temps maintenant en Europe et en France en particulier. En revanche, il y a à partir du moment où on donne une autre valeur que la valeur prix, la compétitivité, il faut amener de la compétitivité à l'industrie tout en étant plus proche d'eux. Je pense que nous, ce qu'on a démontré aussi durant la crise, c'est la continuité de service. Nous, on a fabriqué nos produits depuis sans s'arrêter. Et cette continuité de service, elle a beaucoup de valeur pour nos clients. Mais ne pas oublier la compétitivité quand on parle du Made in France, qui est notre cas, c'est important. Et puis la deuxième dimension... Je vais vous interrompre, François Barzac. Je voudrais qu'on retourne voir Nicolas Bouzou et le faire réagir tout de suite à ça avant de retrouver Sébastien Ackermann et nos invités sur le plateau. Est-ce qu'on a là une clairière, si je puis dire, ou peut-être une forêt, Nicolas Bouzou, en matière de création et gisement d'emploi? Ou est-ce que vous êtes dubitatif sur le fait qu'on puisse tenir tête à la mondialisation qui touche beaucoup ce milieu énergétique? Alors, je pense que ça vient d'être parfaitement décrit. C'est-à-dire que si l'idée, c'est de dire on va faire des relocalisations au sens strict du terme, c'est-à-dire il y a des usines qui ont été délocalisées en Chine ou au Vietnam il y a 20 ans, et on va mettre de l'argent public et de l'argent privé pour faire revenir ces usines en France, je pense que ça n'a absolument aucun sens. Parce que celui qui décide des relocalisations in fine, le juge de paix, c'est le consommateur. C'est lui qui valide le fait qu'une relocalisation est réussie ou pas. Donc je pense qu'il ne faut pas s'embarquer là-dedans. Si en revanche l'idée c'est de dire on va mettre en place des territoires, un pays, des régions qui vont être attractifs du point de vue de la localisation industrielle, alors là je pense qu'on a véritablement un coup à jouer. Parce qu'en réalité, la concurrence avec les pays asiatiques, elle est beaucoup moins forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que ces délocalisations il y a 20 ans se sont faites essentiellement en raison de différentiels de coûts de main-d'œuvre. Les salaires dans les pays très dynamiques d'Asie du Sud-Est, ils ont quand même pas mal monté, même dans
certains endroits précis. Si vous prenez les villes côtières, prenez Shenzhen par exemple, qui est l'une des villes chinoises qui s'est le plus développée ces 20 dernières années, et les salaires ont vraiment beaucoup augmenté. Donc le différentiel de compétitivité coût s'est réduit, mais en plus, quand vous regardez la comptabilité analytique d'une usine aujourd'hui, et j'imagine que dans l'énergie on a ça, la part de la main-d'œuvre est beaucoup moins forte aujourd'hui qu'il y a 20 ans, parce que les technologies sont beaucoup plus puissantes, parce que on peut aujourd'hui avoir beaucoup de robots, du numérique, de l'intelligence artificielle, des imprimantes 3D même, pourquoi pas. Et donc tout ceci, ça permet de produire à des coûts qui sont relativement compétitifs. Vous voyez, donc je pense que vraiment en France, on a une carte à jouer si on est capable d'aider nos entreprises, nos usines à investir, si on a des gens bien formés, hein, parce que il faut quand même jamais oublier qu'au bout du bout, la seule chose qui crée de la valeur, c'est les gens qui travaillent. Hein. Donc on peut faire une magnifique filière à hydrogène, mais s'il n'y a pas de gens pour travailler dans l'hydrogène, il n'y aura pas de filière à hydrogène. Donc il faut ça. Et puis, il faut, et ça c'est vraiment un message que j'envoie, notamment s'il y a des élus qui nous écoutent et qui nous regardent, il faut qu'on arrive absolument à simplifier la mise en place d'une usine en France. On est, tenez-vous bien, en France, il faut à peu près 7 ans pour mettre en place un projet industriel. Enfin, c'est simplement pas possible. Hein. Le suicide français, il est là. Hein. Il n'est pas dans je sais pas quoi. Hein. Voilà, vous pouvez pas dire on va réindustrialiser, mais en même temps... il faut 7 ans pour monter 7 ans comparé à combien ailleurs, Nicolas Bouzou? Pardon? C'est 7 ans comparé à quel délai ailleurs? 3 ans à peu près dans les pays qui nous environnent. Vous voyez, donc il faut quand même qu'on arrive à diminuer. Alors s'il y a 6 mois de plus en France, c'est pas grave, mais il faut qu'on arrive à diminuer ça de moitié. Si on arrive à faire ça, c'était passionnant toutes les interventions de nos amis dirigeants d'entreprise, parce qu'on voit qu'on est vraiment dans l'innovation. On voit qu'en France, il y a un nombre d'innovations, il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui innovent, donc je trouve ça passionnant, et qui innovent dans le sens du progrès, parce que là, on a parlé de circuits courts, on a parlé d'écologie, on a parlé d'énergie verte, etc. Donc, c'est des innovations intelligentes, c'est des innovations qui vraiment nous aident, quoi. Vous voyez, qui font que le monde s'améliore. C'est ce qu'on appelle le progrès. Donc c'est absolument passionnant. Donc si on se débrouille bien, si on est un peu intelligent et astucieux, on va permettre à nos amis de grandir, de faire de magnifiques entreprises en France. Ce sera bon pour l'économie et puis ce sera bon pour nous tous en tant que citoyens. Merci Nicolas Bouzou. Jean Viard, vous avez la même définition du progrès que Nicolas Bouzou. Je ne cherche pas à vous opposer tous les deux, hein. Je vous fais juste réagir, monsieur Viard. Non, mais je suis d'accord avec lui quand on vit mieux. Mais il y a des innovations. Regardez la capsule à café, par exemple. C'est une innovation géniale, ça nous fait tous gagner peut-être 10 minutes par jour, ça a l'air d'un objet un peu idiot, mais c'est vachement bien. Donc je veux dire, on est content, on gagne du temps, et en plus, soyons honnêtes... Il est décrié comme polluant des fois, hein. Non, mais après, ça peut avoir des effets derrière, donc comme on les recycle, etc. Mais si vous me permettez, je voudrais dire un mot, c'est l'agriculture quand même. Bien sûr. Parce que si vous voulez, je crois que c'est un des grands enjeux, y compris parce qu'on va sortir de cette crise avec une demande écologique plus forte, notamment issue des gens des villes, notamment issue des gens qui vont s'installer dans le périurbain ou dans les bourgs. Et là, il y a une zone de conflit, il ne faut pas se la cacher, quoi. Je veux dire, le monde agricole évolue, mais en même temps, on est passé d'1,5 million d'agriculteurs à 400 000 ou 450 000. Alors, bien sûr, il y a des nouvelles machines, donc ils font plus de volume avec moins de main-d'œuvre. Mais si vous voulez, on est là sur un sujet de tension. Il y a en plus très peu de jeunes. C'est un milieu qui a un énorme problème de rajeunissement. Or, c'est quand même un des grands avenirs d'une société plus écologique, parce que se nourrir, s'habiller, capter le carbone, tout ça, produire de l'énergie, c'est le grand métier de l'agriculture de demain. Je dis ça parce que je pense que c'est un champ où on peut dire beaucoup de choses, mais on n'a pas avancé assez vite. Les tensions sont multiples parce qu'énormément d'exploitations agricoles, en fait, on construit l'outil pour gérer les soults et les rachats. On a quand même construit 16 millions de maisons avec jardin dans ce pays. Et il n'y a que 12 millions d'appartements. Donc ça veut dire qu'il y a des voisinages. Avant, il y en avait beaucoup moins. En gros, un fermier était à côté d'un autre fermier. Donc il avait les mêmes idées, de l'odeur, du bruit, etc. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Donc on a des tensions de voisinage. On a des tensions entre la demande des villes qui croient tous savoir de l'agriculture. Mais le problème, c'est que c'est quand même eux qui sont en pointe dans la société. Donc je ne dis pas qu'ils ont raison, mais ils existent, ils font pression. Et donc là, on a un énorme enjeu. Si on n'est pas capable de penser une agriculture à la fois, comme l'ont dit nos intervenants, à la fois hyper technologique et en même temps, effectivement, hyper écologique. Et si on n'est pas capable d'intégrer ça, on va avoir des conflits dans tous les coins, et ça a un problème absolument majeur. Jean-Louis Dubourg, une usine de méthanisation à Saint-Jean-d'Illac, ça provoque des interrogations, des critiques? Comment c'est vécu, puisqu'on parle de voisinage? Non, parce qu'on a on a la chance d'avoir 2 installations qui ne sont pas très loin, une sur Cestas, une sur Audange, donc qui ne créent pas de nuisance.
Donc nous, la nôtre étant dans la même configuration, ça a rassuré. On a répondu à toutes les questions et toutes les interrogations qu'il y a eu, et donc on n'a pas eu d'opposition qui dériverait. Dominique Grassier, est-ce que ce qu'est en train d'incarner M. Dubourg aujourd'hui avec cette usine de méthanisation, ça répond à ce que Jean-Viard appelle cette transformation là, du milieu agricole, mais est-ce que ça ne va pas quand même encore poser le problème de savoir qui prend la suite de qui et combien on va avoir besoin d'agriculteurs demain? Je sais que dans les déclarations que j'ai lues de la part de M. Dubourg, il s'inquiète aussi du nombre d'employés qu'on peut trouver dans le monde agricole, par exemple, des choses comme ça. Est-ce que Jean-Viard a raison de s'inquiéter de la suite? Oui, bien sûr, mais la suite est toujours inquiétante. Par contre, les modèles d'énergie verte ne sont pas des modèles qui remplacent la production agricole. Ça complète la production agricole et ça valorise les coproduits de la production traditionnelle ou l'espace libre à la production. Donc c'est une activité supplémentaire, des revenus supplémentaires lorsque c'est fait à bon escient. Et lorsqu'on ne se trompe pas trop dans les investissements, parce que c'est des techniques assez nouvelles, toutes ne marchent pas bien, donc il faut être prudent parce que c'est des sommes engagées importantes. On l'a dit, 5,5 millions dans ce dossier. Mais on est passé, Sébastien Ackermann, que l'on rencontre dans le salon de l'agriculture maintenant régulièrement, on est passé de la production d'énergie verte à l'agri-photovoltaïsme, par exemple. C'est-à-dire concilier la production agricole avec la production d'énergie et surtout pas remplacer la production agricole par la production d'énergie. Et c'est de cette manière-là qu'on peut s'en sortir. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Il faudra que les délais soient plus courts. Pour les créations d'usines. Pour les créations de méthaniseurs, pour les créations d'élevage, pour les créations de certaines ressources en eau. On est sur un pas de temps de 7 à 20 ans. Voilà, c'est presque une génération d'agriculteurs. Et un cours après le progrès, si on n'est pas capable de réagir plus vite actuellement. Les agriculteurs sont prêts. Sur le plan administratif, il faut aussi qu'on prenne le soin de donner aux agriculteurs, lorsque c'est le moment, l'autorisation d'investir vers le progrès. Juste un titre d'exemple, le calendrier de votre opération. Le premier jour, vous avez pensé à l'usine et à l'ouvrir à quand? C'est combien de temps? C'est assez ancien parce qu'on a dû abandonner le premier projet. Oui. Mais là, on a 3-4 ans. 3-4 ans. 3-4 ans, mais c'est quelque chose de simple puisqu'on a recopié un système qui est existant, quoi. Sébastien Ackermann, puisque vous êtes justement au-delà des porte-paroles qu'on peut avoir sur ce plateau du milieu agricole, vous êtes un pied dedans mais aussi un pied dehors. Est-ce que vous êtes confiant justement pour peut-être rassurer, non pas qu'ils soient inquiets, c'est pas son caractère à Jean-Viard, mais est-ce que vous voyez justement poindre ces agriculteurs qui vont dans le sens de cette transition énergétique? Et est-ce que vous avez l'impression que puisque ça c'est quand même ce que vous donnez comme sens à votre entreprise, est-ce que ce sens est bien partagé aujourd'hui? Alors oui, la question de la confiance, je partage la confiance. Alors je suis quelqu'un de très optimiste à la base, mais ce que je constate aussi, c'est que les agriculteurs sont capables de s'adapter très vite et ils sont en règle générale des personnes très intelligentes qui sont capables d'affronter ces crises en s'adaptant extrêmement vite. Donc ils sont capables de trouver les solutions qui peuvent les sortir de telle ou telle dépendance à l'extérieur. Je parle de dépendance fourragère avec les pays environnants, je parle de dépendance financière avec les banques, je parle de plein de choses. Donc ils sont capables de s'adapter et de trouver des solutions qui leur permettent de créer de la résilience par plus d'autonomie. Et c'est un peu le cœur de notre travail au quotidien, et on travaille vraiment à ça chez BASE, à aider les agriculteurs à aller vers plus d'autonomie. Qui dit plus d'autonomie dit résilience, et quand on a la résilience, eh bien on travaille à l'échelle d'un territoire, on permet des productions sans subir les conséquences du changement climatique, sans subir les fluctuations du prix des matières premières, sans subir la hausse du prix de l'énergie qui, elle, s'inscrit maintenant dans le long terme sur des hausses significatives à venir. Et donc, quand on parle d'autonomie, chez BASE, on inscrit les fermes dans la durabilité. Donc on est vraiment sur
nouveau paradigme-là, on présente par exemple des solutions de pompage et d'irrigation solaire, là où il n'y a pas d'infrastructure électrique pour venir pomper l'eau, et donc on peut envisager d'avoir du maraîchage ou de la culture irriguée dans des endroits loin des infrastructures électriques, par exemple. Ça se pratique beaucoup chez BASS, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 2 ans et qui fonctionne très bien. Nos clients sont très contents, et donc on travaille vraiment à l'autonomisation des fermes et l'amélioration des systèmes. C'est un produit qui pourrait vous aider à exporter. On va conclure avec ça, justement, sur l'espoir que vous avez de pouvoir exporter plutôt, vous m'aviez dit, en 2022, c'est le projet pour BASS Innovation? Oui, tout à fait. Alors nous, on avait, comme toutes les startups, on connaît des hauts, des bas, des revirements de situation, des adaptations nécessaires. En 2019, on a connu une très grosse crise dans l'entreprise qui nous a obligés à nous réadapter, à changer de stratégie. Donc on a décidé de nous recentrer sur notre cœur de métier, sur nos forces, en l'occurrence le secteur agricole. Et on a bien fait parce qu'on est devenu leader sur notre marché de l'agriculture, du séchage agricole. Donc c'est cette technologie que nous avons développée nous-mêmes que l'on va bientôt certainement exporter. Aujourd'hui, on travaille exclusivement en France pour être très fort sur notre marché. On a à peu près 650 projets en cours d'études, donc pour nous c'est colossal, hein. C'est des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires potentiel. On a fait un chiffre d'affaires sur 2020 de 2 millions d'euros qui devrait être en croissance de 40% l'an prochain. Et maintenant qu'on est bien assis sur notre savoir-faire dans notre pays d'origine, on commence à réfléchir à exporter nos solutions vers les pays voisins. On vous retrouvera à ce moment-là, j'en suis sûr. François Barzac, merci de ce témoignage et de la franchise sur les chiffres. Sébastien, et je voulais juste demander à François Barzac, justement, je sais que vous êtes en train de vouloir aussi, vous, pousser les murs et agrandir l'activité. Est-ce que vos chiffres sont aussi dithyrambiques que les 40% qu'on vient d'entendre et qui nous donnent franchement ce soir quelques bonnes raisons d'espérer? Je dirais que oui. Je dirais que oui sur plusieurs. Alors, vous avez parlé d'international. C'est vrai que c'est aussi... la situation sanitaire nous amène à développer nos activités à l'international. Donc on a ouvert un bureau technico-commercial à Milan, en Italie, à la fin de l'année dernière. Bon, c'était avant la crise, mais je crois qu'on a bien fait parce que le marché en particulier de la performance énergétique et de la rénovation énergétique en France, beaucoup de programmes sont annoncés et ça se passe aussi également dans d'autres pays. Donc une première clé de la croissance pour nous, c'est l'international. D'abord l'international en Europe, plutôt Europe du Sud, hein, Italie et Espagne. Et puis également la diversification, on en a parlé en début de cette séance, la diversification de nos compétences sur de nouveaux marchés. Et en ce qui nous concerne, dans l'autonomie énergétique de la maison, on essaye d'appliquer avec succès le concept de la production locale et de la consommation locale. Ça peut aussi se passer avec l'électricité. On peut produire son électricité sur le toit de sa maison et on peut la consommer le soir quand on rentre chez soi. Donc on a une gamme de produits qui s'appelle Storelio, qui est aujourd'hui proposée en Nouvelle-Aquitaine. On a commencé par le territoire néo-aquitain pour tester le marché et puis on est en train d'étendre. On est en train très largement d'étendre sur les régions limitrophes. Donc c'est pour nous une deuxième corde à notre arc en matière de croissance. Donc vous citiez notre projet de doubler l'activité à horizon 2 à 3 ans. Ça repose sur ces 3 axes, hein, le développement de la mobilité électrique urbaine, l'internationalisation et la maison autonome en énergie, produire local pour consommer local son énergie. Merci beaucoup Nicolas Bauzou, j'insiste parce que vous êtes encore là, merci de rester. Par rapport justement à cette notion de l'export, et puisqu'on est en train de se voir que ce soir les actes de développement peuvent être nombreux malgré cette crise, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Covid a freiné nos prétentions pour le pays, hein, pour la France, à l'export, ou est-ce que cette partie-là a tenu bon malgré l'interdiction pour la plupart des gens de voyager pendant de nombreuses semaines? Non, alors ça c'est un des gros points négatifs. La crise nous fait souffrir énormément en matière d'exportation parce qu'elle touche beaucoup des secteurs qui sont structurellement exportateurs. Le secteur du tourisme, bien évidemment, le secteur de l'aéronautique dans lequel on est bon,
même le secteur de la pharmacie, hein, parce que les gens ont l'impression que le secteur de la santé et de la pharmacie se porte bien en ce moment. C'est complètement faux, puisqu'il est complètement focalisé sur le Covid. Et vous avez plein d'industriels dans le domaine de la santé qui ont quasiment rien vendu cette année. Donc, non, on est dans une situation extrêmement compliquée, et puis qui est aussi freinée par le fait que faire du business à l'étranger aujourd'hui est devenu quelque chose qui est très compliqué. D'ailleurs, on observe un très curieux phénomène macroéconomique, hein, qui est le fait que la zone euro se tourne de plus en plus, quand on veut regarder les chiffres, vers la Chine. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la zone euro, et ça traduit le fait qu'on est dans une situation aujourd'hui dans l'Union européenne, enfin dans la zone euro, mais en Europe en général, qui est tellement difficile en raison du Covid que naturellement, la part de nos exportations vers l'Asie a tendance à augmenter. C'est très spectaculaire en Allemagne, par exemple, hein, depuis cette année, la part des exportations allemandes vers la Chine est plus importante que la part des exportations vers les autres pays de la zone euro. Donc ça traduit aussi une sorte d'asiatisation du monde, hein, si vous voulez, et de l'Europe en particulier, qui est là encore quelque chose qui a été accéléré par le coronavirus. Jean Viard, je vais remercier nos invités de ce deuxième plateau pour passer au troisième. On fera la transition avec Jean Viard. Je vous remercie donc les uns et les autres. Merci à ceux qui étaient en direct depuis la Vienne et puis depuis la Gironde. Merci messieurs. Peut-être un petit mot de Dominique Grassier, parce qu'on a entendu beaucoup parler de transition énergétique et beaucoup dans le monde agricole. C'était lié aussi à votre présence. Vous avez fini par un petit mot un peu négatif sur la sécheresse. Est-ce que ça vous redonne espoir, ce que vous avez entendu à l'instant là sur et à la fois ce que nous dit Nicolas Ouzou et ce que peut traduire Sébastien Ackermann sur l'explosion de son marché? Oui, bien sûr. Je voulais vous remonter le moral, c'est pour ça que je vous relance. Oui, on a l'habitude, et vous avez l'habitude de nous entendre, et nous on a l'habitude malheureusement d'événements. Mais je crois que la transition, d'une manière générale, pour toute l'agriculture, c'est deux choses. Un, revenir avec la souveraineté alimentaire, mais peut-être dans d'autres secteurs aussi. C'est-à-dire que chaque fois que c'est possible, acheter le produit qui est fait le plus près de chez soi. C'est aussi simple que ça. Et le deuxième point dans la transition, c'est retrouver les grands équilibres dans la région. Et un des exemples au niveau agricole, c'est le plan protéines. On produit trop d'énergie en région qu'on exporte. Par contre, on importe beaucoup de protéines. Retrouver au niveau macro un modèle équilibré entre la production d'énergie et la production de protéines pour satisfaire les différentes utilisations dans l'élevage. Donc c'est aussi simple que ça. Ça voudra dire aussi que par rapport à l'export, on exportera peut-être un peu moins, on importera moins, mais la résilience passe par cette autonomie et cette souveraineté, parce que si on fait un plan protéines en France, par exemple, ce sera des protéines tracées et qui sont ce que nous demande le citoyen, le consommateur. On en reparlera, on va faire un mois de février, je pense, malgré l'absence de salon d'agriculture sur la thématique, j'en suis sûr, tous les uns les autres, et les médias autour de ces thématiques. Plusieurs mois de février. On va faire plusieurs mois de février. Merci à tous les deux. Je reviens vers vous, Jean Viard, tout de suite, et j'en profite pour inviter les invités suivants à nous rejoindre sur le plateau. Jean Viard, un mot de peut-être lexical presque, ce mot de souveraineté qu'on entend à toutes les sauces. Est-ce que c'est un fantasme de français ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il faut se le fixer comme un objectif? Je parle au sociologue et après je demanderai à l'économiste. L'humanité est en train de se rassembler pour faire terre commune. Et ça ne va pas s'arrêter. Je veux dire qu'on se voit tous les jours à la télé, et regardez cette pandémie, comment on s'en est en partie sorti, si on s'en est sorti. C'est parce qu'on est 5 milliards à avoir fait la même chose, à avoir regardé ce que c'est les autres pays, à se demander si lui fait ça bien ou si lui ne le fait pas bien. On a regardé l'Inde, on a regardé la Chine, on a regardé l'Allemagne. Donc ne rêvons pas, on ne revient pas à un modèle de souveraineté. Mais par contre, effectivement, c'est extraordinaire. Moi, je suis toujours fasciné par le fait qu'il y a 1,2 milliard de touristes internationaux. Alors pas cette année. Se dire qu'un homme sur 5 est allé voir un autre pays que le sien. En 68, il y avait 60 millions de touristes internationaux. Donc faisons attention, ce phénomène-là, c'est lui qui pourra nous permettre de nous battre contre le réchauffement climatique. Parce qu'on va se battre ensemble, on ne peut pas se battre chacun dans son coin. Si les autres ne le font pas, ça ne sert à rien, etc. Donc ça, ce commun-là, il faut le protéger comme la prunelle de nos yeux. Mais en même temps, c'est vrai que les chaînes de valeur qui étaient gérées uniquement au niveau économique, demain, il va y avoir négociation entre le politique et l'économique. Ce qu'a dit Nicolas, par exemple, on ne peut pas avoir un seul fournisseur de pédales de frein. C'est absurde, il faut avoir des pédales de frein qui viennent de 3, 4, 5 endroits. Donc, je crois que la souveraineté, si vous voulez, c'est une belle idée, c'est comme le local. Le local, c'est bien si à côté, on a un système de livraison. Le fait de travailler dans sa commune, c'est bien si à côté, on va dans la métropole. Essayons d'avoir une vision double,
entre le désir de local, le désir de proche, et si on peut le favoriser, bien entendu, mais bien comprendre qu'on est dans des chaînes mondialisées de compétences, de découvertes, de culture. Ce soir, les gens qui sont là, ils vont regarder sans doute des séries télé américaines et ils en seront très contents. Donc ne fermons pas la porte, à mon avis, mais on peut effectivement discuter de l'ouverture de la porte, de sa taille de l'ouverture, on va dire. Merci Jean Viard. Nicolas Bouzou, ce mot de souveraineté, c'est un fantasme, une utopie, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'on en fait quand on est économiste? Il est parti, notre ami Nicolas. Oui, il est parti, me dit-on. Je vais...